Bonjour Louise Bonjour. Martinez. Donc, tu as contribué au dernier numéro, donc Ostéopathie et autisme, donc dans l'Ostéopathe Magazine numéro 33 qui est sorti au mois de juin. Tu nous as donné une longue interview dans laquelle tu présentes ton travail avec les enfants avec autisme, notamment les enfants, plus que les adultes. Et voilà, on voudrait à travers cette vidéo présenter un petit peu ce travail que tu fais, qui est remarquable. Donc voilà, pour commencer, tu nous expliques longuement dans le reportage la relation entre hypersensorialité, troubles physiques et troubles comportementaux. Est-ce que tu peux nous développer ça? Oui. Alors, chez les personnes autistes, il va y avoir des notions de hypo et hyper sur le point sensoriel et sur le point réactif. C'est-à-dire que des personnes vont pouvoir avoir des hyposensorialités, c'est-à-dire qu'ils vont moins bien sentir ce qui se passe au niveau de leur corps, que ce soit au niveau sensoriel ou sensitif, et ils vont avoir des notions des fois d'hypersensorialité. Donc de sentir un effleurement de peau qui devient une douleur insupportable ou un bruit qui va devenir une douleur insupportable pour eux. Donc ce type de réaction peut entraîner aussi sur des cas d'hyporéactivité ou d'hyperréactivité. C'est-à-dire que l'hyporéactivité, ils ne vont pas du tout réagir à un stimulus. Donc par exemple, ils pourront avoir des douleurs monstrueuses et ne pas avoir de réaction. Ou pareil, une hyperréactivité avec une réaction très exagérée. Et ce problème donne des fois des troubles du comportement dus à des maux physiques. Dans le sens où ils vont peut-être avoir des douleurs qu'ils ne vont pas bien ressentir. Et pour pouvoir l'exprimer, ils vont avoir des troubles du comportement. Donc quand on a un trouble du comportement chez une personne autiste, il faut essayer de savoir pourquoi il a ce trouble du comportement et est-ce qu'il y a une douleur sous-jacente due à une notion sensorimotrice et d'hypersensorialité ou d'hyposensorialité. Mais c'est quelque chose qui est important à prendre en compte, parce que les troubles du comportement sont secondaires souvent à des troubles de la communication. Donc que ce soit sa douleur physique ou un simple mécontentement ou un stress ou quelque chose comme ça. Alors ça c'est important parce qu'une fois qu'on a compris ça, on peut réellement s'interroger et donc toi tu le fais, mais définir la place de l'ostéopathe dans la prise en charge des personnes avec autisme. Est-ce que tu peux nous préciser justement quelle est cette place de l'ostéopathe? Alors l'ostéopathe, il doit du coup avoir en compte toujours cette notion de douleur différenciée. Elle n'est pas forcément plus forte, elle n'est pas forcément plus faible, elle est différente. Donc il est important pour l'ostéopathe de connaître ses particularités sensorimotrices chez la personne qu'il a en face de lui pour pouvoir le traiter. Je donne un exemple tout bête, qui est un vrai patient qui avait ça. Un patient qui peut avoir par exemple un ulcère au niveau de l'estomac, donc une inflammation de la muqueuse de l'estomac. Chez un patient neurotypique comme toi et moi, on va palper et le patient va avoir une défense abdominale, c'est-à-dire que le doigt va remonter parce qu'il va y avoir une douleur intense. Chez quelqu'un qui a une hyporéactivité, il n'y a pas forcément ce retour avec un visage fermé de la personne. Mais la palpation sera quand même différente d'un estomac normal. Donc l'ostéopathe, il doit avoir ces choses en compte et allier sa palpation qui est normalement bonne avec l'anamnèse du patient sans forcément prendre en compte la réactivité du patient sur ce qu'il a sur les mains ou sous les mains. Ok. Et également, nous avions évoqué dans l'interview le fait de bien connaître certains symptômes du spectre autistique permettait d'anticiper ou en tout cas de déceler plus facilement des dysfonctions ou certaines lésions. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Alors, ce n'est pas forcément des symptômes, c'est plus des comorbidités liées aux troubles du spectre autistique. Donc il va y avoir par exemple des troubles moteurs qui vont revenir fréquemment, l'hypotonie, donc le tonus très faible chez ces personnes, ça peut entraîner par exemple des troubles de scoliose, de déformation orthopédique au niveau des genoux, des hanches, des chevilles, épaules, coudes, un petit peu partout sur le corps, mais où il y a aussi des notions de spasticité. Donc par exemple la marche sur la pointe des pieds, ou chez certains enfants qui vont avoir des spasticités au niveau des membres supérieurs. Donc ça peut donner des déformations également. On a beaucoup de troubles digestifs chez ces personnes autistes, que ce soit de la constipation,
dû aux médicaments qu'ils prennent, à la sélectivité alimentaire qu'il puisse y avoir. Donc ça peut leur donner des troubles digestifs, voire même des troubles organiques graves, des occlusions intestinales, des perforations péritonéales. On a également des troubles ORL très fréquents, des gingivites, des otites qui peuvent venir fréquemment, des inflammations de l'estomac, de l'œsophage, du pharynx avec des vomissements. On a également toutes les comorbidités qui peuvent être liées à des atteintes génétiques complémentaires. Par exemple, une personne trisomique aura une hyperlaxité, des cardiopathies, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'il faut aussi connaître, associées au TSA. Et TSA, trouble du spectre trouble du spectre autistique. Et on aura également toutes les notions de traumatisme chez la personne et les notions de stéréotypie. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'inflige volontairement ou involontairement un mouvement répété, ça peut donner des dysfonctions articulaires sur la zone qui est en contact avec ça. Sur les cas de traumatisme aussi, un enfant qui se frappe la main, par exemple, comme ça, pendant 10 minutes sur une table dure, ça donne des dysfonctions. Il y a des études qui ont été faites sur des adolescents qui se frappaient constamment les poignets. Ils ont découvert qu'il n'y avait plus de cartilage au niveau de l'articulation, à force d'impacter au niveau de la zone. Donc ça, c'est tout plein d'éléments qu'il faut toujours avoir en compte quand on a la personne autiste en face de nous. Ce sont des détails. Après, la personne reste une personne humaine comme tout le monde. Elle peut avoir d'autres douleurs, bien entendu, mais il faut toujours les avoir en compte dans la tête, essayer de les chercher, et s'il n'y a pas, on cherche autre chose. Alors, rapidement, parce que tu tiens une balle dans tes mains, c'est pas juste parce que tu en as besoin pour cette interview, mais c'est une transition pour te demander de nous décrire une consultation en ostéopathie. En quelques mots, comment ça se passe? Alors, c'est très hétérogène, hein, c'est jamais la même consultation. En général, j'ai toujours les parents au téléphone avant pour qu'ils m'expliquent un petit peu comment est leur enfant, ou bien les éducateurs qui m'expliquent comment est le jeune qu'ils ont au quotidien, pour pouvoir pallier ce temps d'attente pour la personne. On a vu dans l'interview, voilà, les temps d'attente, des fois, demi-heure, trois quarts d'heure avant par téléphone pour prendre cette information. Parce que les temps d'attente peuvent être très compliqués pour certaines personnes. Donc moi, je les ai au téléphone auparavant pour avoir toutes les problématiques ou pas qu'il puisse y avoir avec la personne. Donc quand l'enfant ou l'adulte arrive au cabinet, on s'installe directement dans la salle et après, on va s'installer là où l'enfant sera le plus agréablement confortable. Dans le sens où il y a des personnes qui veulent absolument des fois avoir un drap au-dessus d'eux parce qu'ils se sentent beaucoup mieux. Donc on met 2 chaises, on met un drap et on traite sous le drap. Il faut toujours s'adapter aux patients. Après, par rapport au toucher, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites comme les personnes autistes n'aiment pas se faire toucher. C'est vrai et faux dans le sens où il faut s'adapter à ça. Si c'est vraiment le contact peau à peau, moi je les laisse habiller. Je demande juste aux parents de mettre des habits un peu plus souples, un petit legging, un petit t-shirt. Si c'est le contact des fois chaud de la main, dans ce cas-là on refroidit la main. On va toujours s'adapter aux patients, toujours en demandant aux parents quel est le meilleur moyen d'appréhender le toucher avec leur enfant. J'utilise souvent du matériel, donc soit des choses qui vibrent avec de la lumière ou qui font du bruit, pour vraiment s'adapter à la personne que j'ai en face de moi. Après, on va s'aider de ce qu'il aime, par exemple des comptines pour certains, une super musique qu'il adore sur la tablette pour d'autres, des comptages, des fois on utilise beaucoup. Moi j'utilise beaucoup le fait de compter pour répéter le mouvement et travailler en adéquation avec l'enfant. C'est vraiment très variable. Pour la table, on n'est pas forcément obligé de se coucher dessus. Des fois on peut mettre une couverture, donc ils ont l'impression d'être dans leur lit, ils la mettent et ils restent couchés. C'est vraiment très variable. Mais en général, je m'aide beaucoup des parents pour pouvoir traiter l'enfant, qui puissent le rassurer si moi je travaille au niveau de la cheville en même temps. Et le but, c'est d'aller dans le sens de l'enfant et après de faire le mouvement qui suit. De recréer un élément réconfortant pour lui. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas qu'il sente que s'il se sent mal à l'aise, il ne va pas se laisser faire et ce sera très compliqué. Alors que s'il sent que c'est bénéfique pour lui et que le palper et le toucher est vraiment axé sur ce qui peut être douloureux chez lui, la plupart du temps, il se laisse faire. J'ai rarement des patients qui ne se laissent vraiment pas toucher du tout. Je ne dis pas qu'il y a des patients qui se couchent sur la table directement de la première séance,
Mais on peut arriver à établir un contact, on relâche, on fait une photo de l'ostéo pour montrer que la prochaine fois, c'est avec cette personne dans cette salle pour toucher le ventre. Et là-dessus, ils sont réglés. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour eux d'appréhender le prochain rendez-vous ou des choses comme ça. Ok, très bien. Et une dernière petite question, maintenant que vous en savez un peu plus sur comment on peut prendre en charge des personnes avec autisme en ostéopathie. Pour les personnes qui ont découvert le reportage en magazine, pour ceux qui vont voir cette vidéo, comment on fait pour intégrer par exemple une structure qui s'occupe d'enfants avec autisme ou les prendre en charge en cabinet. Mais voilà, l'idée c'est de questionner un peu comment faire entrer l'ostéopathie dans des structures spécialisées. Ouais. Est-ce que tu peux nous Alors, dire quelques... ce qui est important, c'est d'avoir déjà un bon lexique, dans le sens où le domaine autistique évolue de jour en jour et il y a beaucoup de propos qui ont été tenus il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont maintenant non autorisés par la Haute Autorité de Santé ou des choses comme ça. Donc c'est important déjà. Par exemple, certains bâtiments qui étaient très axés sur la psychanalyse par rapport au domaine autistique sont, par rapport au domaine autistique, plus en règle. Dans le sens où ça ne fait plus partie des bonnes recommandations de l'HAS. D'envoyer ces personnes-là dans des... D'avoir des prises en compte psychanalytiques. Alors, c'est pas du tout un reproche sur cette pratique, mais dans le domaine autistique, ça n'est plus d'actualité. Ouais. Donc pour les personnes qui veulent travailler dans le domaine, il faut se renseigner par rapport vraiment aux dernières recommandations et aux derniers termes employés. Par exemple, on ne parle plus d'autistes, de Kanner ou Asperger, sauf pour les personnes qui l'ont été déjà diagnostiquées, mais on parle d'autisme de haut niveau pour type Asperger ou autisme sévère, type Kanner. Donc c'est sur les troubles du spectre autistique. Donc là-dessus, il faut aussi être en adéquation avec la nouvelle nomenclature pour pouvoir parler à des dirigeants de structures. Ensuite, il faut donc déjà avoir cette notion lexicale, se renseigner dans le DSM-5, c'est le dernier... Donc c'est le dictionnaire des pathologies mentales et psychiatriques américain et qui a donné la nouvelle nomenclature. Donc il faut déjà être assez strict là-dessus. Mise à jour. Mise à jour, voilà. Et par rapport aux structures, il faut, je pense, si on veut intégrer des structures, pouvoir présenter qu'est-ce que l'ostéopathie peut apporter à ces personnes. C'est assez facile en soi à leur expliquer, dans le sens où c'est des êtres humains comme tout le monde. Et ils peuvent avoir des douleurs comme tout le monde, des maux physiques comme tout le monde. Après, la problématique avec les structures, la plupart du temps, c'est pas tant les structures, c'est pas tant l'ostéopathe, c'est tout l'ensemble financier qui est autour de ça, qui est souvent problématique. Dans le sens où l'ostéopathie, des fois, a des difficultés à avoir des statuts régulés pour lui-même. Plus administratif. Plus administratif. Mais la plupart du temps, les structures sont très ouvertes à ce type de pratique. Et un bien-être pour leurs résidents, pour leurs enfants, pour n'importe qui, apporte dans tous les cas des améliorations sur le comportement, sur la vie en société de la personne. Donc si vraiment je peux donner des conseils pour les ostéopathes qui veulent bosser dans le domaine autistique, c'est vraiment de connaître bien les nouvelles avancées de recherche, de prise en charge, de structure ou autre, et de savoir expliquer à n'importe quel professionnel en quoi l'ostéopathie peut faire du bien à leurs résidents ou à leurs enfants. Et un dernier conseil que je donnerais, ce serait déjà de rencontrer des personnes autistes, parce qu'il n'y a pas que des personnes autistes de haut niveau, type Asperger, qui existent. Il y a beaucoup de personnes qui sont non-verbales. Le spectre est large. Le spectre est très large et il y a quand même un grand nombre de personnes qui ne sont pas verbales, qui ont des troubles de la communication importants. Donc c'est important de pouvoir voir comment ils sont au quotidien pour pouvoir s'adapter à ces personnes quand on les a au cabinet. Parce qu'un enfant qui va des fois crier d'un coup, un enfant qui va des fois taper sur la table d'un coup, ça peut arriver. Et le problème, c'est que lorsqu'on est trop surpris par ce type de réaction, l'enfant reste un enfant, il le voit très bien, et il peut en jouer comme en être vraiment dans une situation inconfortable pour lui, et pour tout le monde, du coup. Donc,
il y a beaucoup d'associations qui existent à Paris qui accueillent des personnes autistes. Je pense que déjà la première chose, c'est d'aller voir comment ça se passe, une prise en charge en résidence ou autre avec ce type de personnes, pour un petit peu voir aussi quel est le public, parce que c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup. On voit beaucoup les autistes de haut niveau à la télé, dans des émissions, ce qui est très bien, mais on voit pas assez ce côté un peu plus caché de la société, et c'est ça souvent qui est dommage et dont souffrent beaucoup de familles, parce qu'on n'en parle pas assez. On peut citer justement pour les ostéopathes qui voudraient découvrir cette prise en charge l'association EHEO, que tu connais et dont on a fait l'interview de 2 de ses représentants, qui propose des consultations bénévoles pour plus largement des personnes handicapées, mais notamment des personnes avec autisme. Voilà. Merci beaucoup Louise d'avoir répondu à ces quelques questions. Donc si vous voulez plus d'informations, il y a le magazine, le dernier magazine, donc le numéro 33 qui est sorti. Également, c'est un sujet qu'on va suivre et on parlera soit dans les prochains numéros, en tout cas sur notre site internet ostomac.fr, de tes projets de recherche. Donc c'est des choses encore très intéressantes à développer. Merci beaucoup Louise. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir.